Psychologie.com. Connaître pour bien-être. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une auteure, Anna Mancini, qui a écrit, entre autres, parce qu'elle en a écrit d'autres, entre autres, un ouvrage dont le titre est « La signification des rêves ». Alors vous allez me dire, c'est pas le premier. Comment interpréter les rêves, comment raconter ses rêves, comment agir par rapport à ses rêves. Mais là, on va découvrir une autre approche, une approche originale, dont le livre s'appelle « La signification des rêves ». Je rappelle que c'est Anna Mancini que je vais interviewer. C'est publié en tout cas aux éditions Buenos Books International. Alors, Anna, vous allez tout simplement nous dire quelques mots sur vous. Oui, d'abord je vais dire bonjour voilà. à tout le monde. Voilà. Dites bonjour et puis parlez-nous un petit peu de vous, parce qu'on n'arrive pas à écrire un livre sur les rêves, surtout avec une approche originale comme ça. Donc, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment vous avez conçu le fait dans votre tête, ce livre s'est écrit. Voilà. Allez. Alors, d'abord, comme mon nom l'indique, j'ai des origines italiennes. Et en Italie, on s'intéresse beaucoup aux rêves. Donc, dans mon enfance, j'entendais toujours mes parents, mes frères, mes sœurs parler de leurs rêves. Donc, c'est comme une seconde nature de faire attention à mes rêves. Et ensuite, j'ai étudié le droit et ces anciens systèmes juridiques. Et je me suis aperçue que les gens qui ont conçu les anciens systèmes juridiques, donc les anciens Romains, les anciens Égyptiens, connaissaient très bien le cerveau humain et avaient conçu leur système de droit ou de justice en tenant compte de leur connaissance du cerveau humain. Et à un moment de ma vie, donc mes deux passions, donc les études des anciens systèmes juridiques et les rêves, se sont mis ensemble et j'ai commencé à faire des recherches sur les connexions entre les rêves et la réalité des personnes. Donc, en faisant ces recherches sur le lien entre le rêve et la réalité des personnes, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur les rêves, la façon de les interpréter et tout ce qu'on peut faire à partir des rêves. Donc, excusez-moi, je veux attendre. Donc en fait, à partir de là, à partir donc de tout ce que vous venez d'évoquer, vous avez mis au point une méthode d'observation des connexions entre les rêves et la réalité. C'est ça, c'est une méthode que vous avez mise au point. Donc c'est une méthode que j'explique dans ce livre, que j'enseigne aussi dans des séminaires ou que j'enseigne dans des conférences, dans des entreprises. Et cette méthode est très simple, elle demande juste un peu de temps le matin pour noter d'une certaine façon ses rêves et puis les événements de la réalité. Donc on note les rêves, les événements de la réalité, sans chercher d'emblée à comprendre la signification des rêves. Et au bout d'un certain temps, on relit ces notes. Et en relisant ces notes d'un seul coup, au bout, par exemple, 5-6 mois ou 1 an, ça dépend des personnes, on voit les liens qui existent entre nos rêves et notre réalité sur une longue période. Et en découvrant ces liens, on arrive à comprendre de façon très précise le langage de nos rêves, donc notre propre langage onirique. Donc, cette méthode facilite aussi la communication entre le conscient et l'inconscient. Et elle développe beaucoup de capacités comme l'intuition, la télépathie, l'imagination, plein de choses comme ça. Bien. Je vais revenir un petit peu en arrière quand même. Je vais essayer de nous dire un peu plus qui vous êtes. Quel est votre parcours, quel est votre chemin? Plutôt que parcours, chemin. Alors, mon parcours est un peu... il est très original aussi, puisque j'ai étudié le droit. Et ensuite, je me suis spécialisée dans le domaine des inventions, le droit des brevets d'invention. Et j'étais en contact avec beaucoup d'inventeurs. Des inventeurs qui me racontaient leurs rêves. Donc, ils me racontaient qu'ils avaient trouvé leurs inventions en rêve. Donc, j'ai commencé aussi à faire des recherches sur ce domaine-là. Et j'ai mis au point une technique aussi onirique pour favoriser les rêves inventifs et que j'enseigne dans les entreprises, dans les départements de recherche. Voilà. Sinon, je suis docteur en droit, écrivain et aussi éditrice. Donc, je publie aussi tous les chercheurs intéressants qui viennent me rencontrer.
Et voilà. D'accord, donc on Je en pense sait un que petit ça va, peu j'en ai plus dit quand même. J'en ai dit assez. Voilà, tout à fait. Tout À à part fait. cela, donc je suis une personne qui aime beaucoup voyager, qui parle beaucoup de langues étrangères et qui aide plein de gens avec les rêves partout, dans les trains, dans les avions, dans les bateaux. Tous les gens viennent me raconter leurs rêves, spontanément. C'est bien ça. Absolument, absolument. Ça m'arrive Absolument. souvent, les gens viennent vers moi, par exemple, je suis dans un train, et les gens me regardent et me disent, écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'air... Vous allez penser que je suis idiot ou idiote, mais j'ai envie de vous raconter un rêve. Alors je dis, ben non, allez-y, racontez-moi. Voilà. Et souvent, ce sont des rêves très importants. Donc, comme des personnes, comme si elles étaient téléguidées vers quelqu'un qui a cette énergie du rêve et qui va leur donner une information qui les attend. Enfin, Vous qui avez, les ont vous avez en un eux. exemple, vous avez un exemple en tête là? Pour nous raconter dans un train par exemple, quelqu'un qui est venu vous raconter spontanément un rêve, ou un train ou ailleurs bien sûr. Oui. C'était une dame qui est venue me raconter un rêve. Et c'était... Elle n'a pas été honnête parce qu'elle a dit que c'était le rêve d'une amie. Et moi j'ai répondu. Et c'était un rêve avec une histoire d'alliance. Et le rêve était très clair que ça annonçait une rupture sentimentale. Et donc j'ai répondu sans prendre de pincettes de précaution, puisqu'elle m'a dit que ce n'était pas son rêve, mais le rêve de quelqu'un d'autre. Et avec la réponse, j'ai compris que c'était son rêve à elle. Voilà, ce qui m'a le plus D'accord. marqué. D'accord. Et vous avez eu des nouvelles de cette personne par la suite? Non, pas forcément. Non, jamais. Les gens qui viennent comme ça vers moi, ce sont des gens que je ne revois plus jamais. D'accord. Qui viennent à un moment donné, souvent au cours de voyage, parce qu'ils ont un rêve, ils ont besoin d'avoir une information. Voilà. Et il y a certaines d'entre elles vous ont dit comment il leur est venu l'idée de venir vers vous plutôt que vers la personne qui est à côté de vous, ou, Il dit, je sens que je peux... C'est une sensation qu'ils ont. Je sens que D'accord. j'ai envie de vous raconter mon rêve, je ne sais pas pourquoi. Ils ne vous connaissent pas, ils ne vous ont jamais vu. Pas. Et vous êtes au milieu de plusieurs personnes et c'est vers vous qu'ils viennent. Voilà. D'autres fois, il m'arrive aussi d'avoir un rendez-vous en rêve avec quelqu'un. Donc, pour travailler sur un rêve. Donc ça m'est arrivé un jour à Londres. Donc le matin, la nuit, je rêvais d'une personne. Et le matin, je me suis levée avec une envie très forte d'aller dans un endroit de Londres. Donc, je suis allée là et j'ai rencontré une dame d'origine espagnole qui était à Londres et qui avait un rêve très important qu'elle m'a raconté. Donc je lui ai donné son interprétation de rêve. On s'est embrassés et on s'est dit au revoir. Voilà. Et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles? Non. Et la personne était satisfaite de cette interprétation? Elle a compris ce heureuse d'avoir fait cette rencontre et d'avoir eu ces informations. Enfin, une traduction des informations, puisque les informations, c'est elle qui les a apportées avec ses rêves. Bien sûr. Donc en fait, on a tous en nous-mêmes, dans nos rêves, dans notre inconscient, toutes les informations dont on a besoin pour vivre au mieux notre vie réelle. Mais souvent, alors quelquefois on peut avoir la chance d'avoir des rêves très clairs avec des informations qui n'ont pas besoin d'être traduites. Mais souvent, l'inconscient ou le subconscient ou l'âme, vous l'appelez comme vous voulez, a un langage qui est imagé, qui va être donc imagé à partir d'images et symboliques. Donc pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ce langage-là, c'est comme une langue étrangère. Donc il faut quelqu'un qui puisse aider à traduire. Ceci dit, traduire un rêve, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Parce qu'il y a des niveaux de rêve très différents. Par exemple, pour interpréter le rêve de quelqu'un de façon le plus précis possible, j'ai besoin de savoir beaucoup de choses sur la personne. Ce qu'elle a fait la veille, où elle a dormi, éventuellement avec qui, est-ce qu'elle a mangé, est-ce qu'elle a lu. Donc on a besoin d'avoir beaucoup d'informations. Et donc c'est pas évident. Par contre, dans des rencontres comme ça qui sont importantes dans la destinée d'une personne, où ils ont un rêve spécial, où il y a ce rendez-vous en rêve, donc ça c'est des rêves où moi déjà, dans le rêve, j'ai déjà la réponse. D'accord. Hein, c'est comme un dialogue entre des inconscients. D'accord. Alors j'ai envie de vous poser une question. Oui. Il y a deux rêves célèbres à travers l'histoire, des rêves qui ont été faits par un personnage biblique.
Je parle de Joseph. Oui. Joseph qui est devenu vizir de Moshe. Oui. Mais donc ces deux grands rêves, ces deux rêves qui ont changé l'histoire du monde. Oui. Ces deux rêves. Vraiment, véritablement. Ils ont changé l'histoire du monde. Alors, il y en a d'autres. Hein. Alors, les deux. Donc, c'est l'histoire des vaches. Les vaches, donc d'accord. Joseph rêve des 7 années de vaches grasses et des 7 années de vaches maigres. Oui. Et donc il y a tout un drame autour de ses rêves, puisqu'il est en prison quand il fait ses rêves. Et puis donc, il y a le premier ministre, je ne sais pas qui, du pharaon enfin, c'est pas lui qui fait ses rêves, c'est le pharaon qui fait ses rêves. Et c'est lui qui va interpréter. C'est lui qui va interpréter. Donc, il y a tout un drame autour de ça. Et donc, le monde va changer, grâce ou à cause, on ne sait pas, à cette interprétation. Parce que si ces deux rêves n'avaient pas été interprétés de cette façon-là, le monde ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Parce qu'à ce moment-là, le monde change. Hein. Et vous connaissez un rêve très important qui a changé le monde, qui a été très, très, très important. Oui, lequel? C'est le rêve de Hitler. Ah oui. Vous le connaissez? Non, je ne connais pas. Alors, Hitler était encore un jeune caporal. Et il dormait dans un bâtiment avec tous ses compagnons soldats. Il se réveille parce qu'il fait un cauchemar. Il rêve qu'il y a une bombe qui tombe sur le bâtiment et que tout le monde meurt. Tout est détruit. Donc, il sort de son lit, il va dehors pour respirer en se disant « Oh mon Dieu, c'était un cauchemar ». Et hop, voilà, la bombe qui tombe sur le bâtiment, tous ses compagnons de régiment meurent, et lui, voilà, est sauvé. D'accord. Ça, c'est un rêve qui a changé le monde, oui. Malheureusement. Oui. Voilà. Oui, ça c'est effectivement un autre rêve aussi qui a il y a aussi beaucoup d'autres rêves marquants, importants, qui sont relatés, par exemple dans les sciences, des prix Nobel qui ont rêvé leurs inventions. Après, on a des rêves historiques, par exemple la femme de Jules César qui avait rêvé l'assassinat de son mari et qui l'a prévenu, mais ne l'a pas écouté. Après, on a le président Lincoln qui avait rêvé aussi son assassinat. Enfin, il y a vraiment pas mal d'exemples. Ce sont les exemples connus. Et puis après, vous avez toujours, quand je donne des conférences sur les rêves, il y a toujours des gens qui racontent des expériences personnelles. Donc, de rêves prémonitoires, il y en a à profusion. D'accord. Bon, on va revenir donc à votre ouvrage. Donc, effectivement, vous avez mis au point une méthode qui permet justement d'aller vers la connaissance de ces rêves, ou en tout cas une interprétation. Et là, je découvre aussi que vous avez abordé un aspect de la médecine, puisque vous l'appelez une autre philosophie de la médecine par rapport aux rêves. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, avec cette méthode, en fait, on peut communiquer avec notre corps pour savoir ce qui va, pour savoir ce dont le corps a besoin. Et en fait, on se rend compte quand on travaille sur les connexions entre les rêves et la réalité, que le corps ne tombe pas malade, enfin nous, notre corps, on ne tombe pas malade comme ça du jour au lendemain. Une maladie se prépare toujours. Donc quand on a un déclin de vitalité, on le voit déjà dans les rêves, puisque les rêves deviennent moins vivants, moins rapides, moins colorés. Hein, quelqu'un qui commence à avoir des rêves un peu gris, qui ont du mal, dans lesquels il y a des blocages, par exemple, vous commencez à avoir des rêves dans lesquels vous avez des problèmes pour prendre un train, il y a toujours des obstacles, des choses comme ça. Donc ça peut être interprété de différentes façons. Mais quelquefois, ça signifie des problèmes de santé, parce que votre énergie, votre vitalité ne circule pas bien dans votre corps. Donc, ça vous donne des rêves comme ça, qui ont du mal à avancer, avec toujours des obstacles. Et donc, ça, c'est la sonnette, c'est le moyen de communiquer qu'a notre corps. Le corps va utiliser les rêves pour communiquer son bien-être ou son mal-être. Donc, quand on est en bonne santé, on va faire des rêves qui se déroulent normalement, rapidement, avec des belles couleurs, des belles énergies, de beaux paysages, des rêves qui vont nous faire nous réveiller frais et de bonne humeur. Quand on commence à avoir des rêves qui sont gris, tristes, bloqués, qu'on commence à avoir du mal à s'en souvenir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien.
on a un déclin, on a une fatigue, ça peut être une petite dépression. Donc voilà. Après, dans les cas de problèmes importants, par exemple, il y a un auteur américain qui ne s'intéressait pas du tout aux rêves, mais qui a commencé, c'était un journaliste, et à un moment de sa vie, il a commencé à avoir beaucoup de cauchemars. Mais beaucoup de cauchemars. Donc ça l'a interpellé, il a commencé à aller voir des médecins, et tout le monde lui disait, ben non, monsieur, vous n'avez rien, il n'y a pas de problème. Puis lui était persuadé qu'il avait quelque chose de grave, parce qu'il avait ces cauchemars. Et finalement, on trouve quelque temps plus tard qu'il avait un cancer dans le cerveau. Voilà. Donc il a réussi à être sauvé par la médecine. Et après, donc, il a écrit un livre où il témoigne donc, de son expérience. Et avec les rêves, ça veut dire qu'on peut apprendre à mieux gérer notre santé. Puisqu'on peut savoir à l'avance qu'une maladie, qu'un problème est en train de se préparer. Donc on peut agir avant d'avoir vraiment des désagréments importants. D'accord. Donc on peut suggérer que vivre ses rêves, en tout cas se souvenir de ses rêves et tenter de les interpréter peut être effectivement efficace dans le domaine de la santé, prévenir d'un trouble qui peut s'installer petit à petit, et c'est le rêve qui va nous en donner un peu le signal d'alarme. Voilà. C'est un peu ça. Et à ça, du côté des patients. Après, si des médecins se forment à cette technique, ils vont être beaucoup plus compétents pour diagnostiquer les causes des maladies de leurs patients. Et il y a aussi des exemples de rêves célèbres donc de médecins chirurgiens qui rêvaient, je crois que c'est un cardiologue, qui rêvait toujours les opérations avant de les faire. Donc il rêvait, il était comme... Est-ce qu'on peut appeler ça un rêve? Alors justement, est-ce que on peut appeler ça un rêve? Ou bien est-ce qu'on ne peut pas appeler ça une répétition avant la première... En dormant. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est un genre de rêve. Est-ce qu'il n'a pas programmé, justement, tout... Parce que les gestes, enfin, tous les gestes, il les connaît, puisque c'est son métier, il les connaît, il connaît bien tous les gestes, il connaît le malade, il connaît la maladie. Donc, est-ce que c'est pas plutôt, pour lui, la révision d'un scénario? Oui, mais il le fait en rêve. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça un rêve? Ma question, c'est celle-ci. Oui, parce qu'il dort. Il dort, il est dans l'état de rêve. Après, vous pouvez le faire en veille, comme vous allez faire un spectacle, vous allez réviser dans votre tête ce que vous allez dire, comment vous allez faire. Vous pouvez le faire en vrai, vous pouvez le faire en rêve, endormi. D'accord. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont opérer, qui vont faire plein de choses, puis qui ne vont pas se souvenir de leurs rêves. Mais en fait, on répète toujours en rêve ce qu'on fait dans la réalité. C'est ce qu'on voit, parce que ce livre que vous avez, c'est une synthèse de plus de 20 années d'observations. Alors, ce sont des observations sans a priori. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur les rêves, sur les différentes techniques, mais j'ai essayé d'observer de façon neutre. Voilà, comme une caméra qui regarde, voilà, ce qui se passe comme ça, et puis j'ai fait plein d'expériences. Donc c'est basé sur c'est la synthèse de 20 années de recherche. Et avec ce livre-là, non seulement on peut comprendre ce que les rêves nous disent, mais en plus, comme on connaît la langue des rêves de façon précise, on peut poser des questions à notre inconscient avant de s'endormir pour avoir les réponses. Ah, ça c'est important ça. Et on parle à notre inconscient dans sa langue. Qu'on a appris à connaître, donc c'est très très efficace. D'accord. Quand vous parlez de langue, vous parlez de la langue maternelle, enfin de la langue... La langue des rêves. Par exemple, pour moi, donc, quand j'étais étudiante, je faisais de l'intérim pour payer mes études. Et donc, et j'avais vu dans mes rêves que quand je perdais une chaussure, eh bien, ma mission d'intérim s'arrêtait. Voilà. D'accord. Et quand j'avais une mission d'intérim qui était intéressante intellectuellement, je rêvais qu'on me donnait un chapeau. Donc, avec ça, je réussis toujours d'ailleurs. Bon, maintenant, ça ne me concerne plus puisque je travaille de façon indépendante. Mais j'arrivais à poser des questions à mon inconscient et donc je demandais, est-ce que je vais avoir bientôt un nouveau chapeau? D'accord. Et c'était très efficace. Est-ce que je vais pouvoir avoir des chaussures? Voilà, je vais parler dans la langue de l'inconscient. D'accord.
Donc non, c'est un langage symbolique en fait, hein, c'est ça? C'est le langage. Le chapeau, ça représente ça, le voilà. chaussure, ça représente ça. Et en fait, il y a des gens qui pensent qu'on peut comprendre ses rêves en achetant seulement un dictionnaire des rêves. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce que chaque personne a son propre langage onirique. Bien sûr, on a des symboles qui sont un peu communs à toutes les personnes, par exemple une maison, un fleuve, la mer, des symboles comme ça. Mais après, chaque personne va programmer son cerveau et faire ses liens avec son inconscient, son âme ou son subconscient, comme vous voulez l'appeler, selon les expériences qu'elle va vivre et la façon dont elle va les vivre dans les premières années de sa vie. Donc en fait, ce travail que j'enseigne à faire dans mes livres et dans mes conférences, c'est de faire l'ingénierie inverse en fait. C'est que vous allez refaire tout le chemin à l'envers pour voir comment s'est faite cette programmation. Après, ce que j'ai observé, c'est que le langage onirique reste très stable. Il y a très peu de nouveaux symboles qui vont arriver dans la vie d'une personne. Alors, il faut vraiment qu'elle change complètement de vie, qu'elle apprenne des choses complètement différentes de ce qu'elle fait, ou qu'elle soit en contact avec des gens d'univers très différents. Alors il y a des nouveaux symboles qui vont arriver et il va falloir apprendre à connaître la signification aussi de ces nouveaux symboles. D'accord. Mais sinon, ça donne un pouvoir extraordinaire de savoir que vous pouvez poser les questions que vous voulez à votre inconscient, ou à votre âme, ou à votre subconscient, et que vous pouvez être guidé. Alors moi, je dis toujours, les rêves, ce sont vos anges gardiens. Ça, c'est un beau mot, c'est une belle expression en tout cas. Voilà, ce sont vos anges gardiens. Bien, donc on a parlé du rêve lucide ou semi-lucide ou semi-conscient. Le rêve lucide. Le rêve lucide, oui. Alors, le rêve lucide. Voilà, le rêve lucide, donc c'est un vaste sujet, très à la mode aux États-Unis, avec un laboratoire en Californie qui travaille sur ça. Et le précurseur pour ça en Occident, puisque le rêve lucide c'est très connu dans les anciennes civilisations, mais en Occident, surtout en France, on a un personnage très important qui est Hervé de Saint-Denis, qui a écrit en 1867, je crois, un livre sur les rêves et les moyens de les diriger. Donc c'est un livre qu'on a publié aussi à la maison d'édition Buenos Books International, qui est très intéressant à lire, parce que cette personne faisait des expériences. Donc déjà dès son adolescence, il avait cette capacité de rêver lucidement. Alors qu'est-ce que c'est un rêve lucide ? Donc c'est un rêve dans lequel on garde toutes nos facultés mentales de l'état de veille. Donc on sait qu'on est en train de rêver et on peut changer le rêve. Par exemple, vous avez un rêve qui ne vous plaît pas, vous le changez. Vous faites autre chose, vous pouvez faire des expériences. Donc lui, par exemple, Hervé de Saint-Denis faisait les expériences de est-ce qu'on peut mourir dans le rêve. Donc il montait sur une tour et il se jetait. Et donc il raconte tout ça, c'est très intéressant à lire. Et le rêve. Donc, par contre, lui pensait que chaque personne est enfermée dans sa mémoire. Il pensait que tous les rêves qu'il faisait, ça ne regardait que lui, que sa mémoire. Et en fait, quand on travaille sur les rêves pendant très longtemps, on se rend compte que non, on n'est pas du tout isolé dans le rêve. Pendant la nuit qu'on dort, les cerveaux de tous les êtres humains sont en contact les uns avec les autres. Il y a comme un internet psychique. Donc on rêve aussi avec les autres. Il y a des rêves qui nous appartiennent à nous en propre, surtout les rêves de type psychologique, par exemple. Mais on échange beaucoup d'informations en rêve, avec les gens, avec les animaux, avec les plantes, avec tout. On communique. C'est quelque chose de très important. Donc lui, non. Lui pensait que c'était uniquement dans sa tête que ça se passait, dans sa mémoire. Donc il a fait beaucoup d'expériences sur la mémoire. Et puis il a écrit ce livre. Et donc il a fait toutes ces expériences quand il était célibataire. Ensuite il s'est marié assez tard. Et puis c'était terminé. Et il nous a laissé ce livre qu'il avait publié avec un pseudonyme. Donc ce livre sert de Bible en fait à tous les chercheurs modernes aux États-Unis sur la lucidité onirique. Et aux États-Unis, donc le laboratoire des rêves de je ne sais plus quelle université, avec Stéphane Laberge, donc ils ont créé un casque qui se met sur les yeux. C'est Boston ça, non? Et c'est à Boston, non? C'est pas à Boston. Non. Pas grave. Mais c'est pas grave. Donc voilà, et ce casque envoie des signaux lumineux
qui font comprendre, pour inciter le rêveur à ce qu'il se souvienne qu'il est en train de rêver. Parce qu'il y a des techniques pour trouver la lucidité dans le rêve, c'est-à-dire qu'il faut que vous preniez conscience que vous êtes en train de rêver. À ce moment-là, vous avez vos facultés mentales qui se mettent en route et vous pouvez changer le rêve et faire tout ce que vous voulez. Alors, le rêve lucide, il y a des gens beaucoup de personnes vont faire spontanément des rêves lucides. Voilà. Après, vous avez des techniques pour apprendre à être lucide dans vos rêves. Moi, j'ai l'expérience personnelle des rêves lucides parce que j'ai voulu comprendre. Déjà, j'en faisais spontanément. Et ensuite, avec la méthode que j'enseigne, en fait, on est presque toujours lucide, mais c'est une lucidité différente de celle qui est utilisée dans les laboratoires américains. Parce que le danger de la lucidité onirique telle qu'elle est pratiquée maintenant, c'est que ça coupe l'être humain de l'immensité des informations qui sont disponibles dans son âme ou dans son inconscient ou dans son subconscient, puisqu'il va même à l'état de rêve se limiter à juste son mental qui va prendre des décisions. Alors, ce que je préconise plutôt, c'est de développer la lucidité onirique, d'être conscient dans le rêve, mais de laisser l'âme prendre la direction du rêve, sauf cas exceptionnel où on a besoin de faire quelque chose de précis. Alors, moi, je pense que ces techniques de lucidité onirique ont dû être utilisées dans les anciennes civilisations pour communiquer d'un point à l'autre de la Terre, parce que les moines, par exemple, qui avaient développé ça, pouvaient se donner des rendez-vous en rêve, lucide, et discuter de choses très précises et s'en souvenir précisément le matin. Et je pense que c'est comme ça que les informations devaient circuler de façon précise. Après, bien sûr, les inconscients sont toujours en relation en rêve. Et moi, j'ai eu un rêve lucide assez précis. Donc, je me racontais, j'étais en train de me préparer pour aller en Chine, pour découvrir la Chine. C'était mon premier voyage en Chine. Et donc, j'ai fait un rêve très clair dans lequel je parlais avec un moine. Et je pouvais comprendre tout ce qu'il me disait. Donc, on parlait de spiritualité et il me disait on se donnait rendez-vous en Chine. Donc, quand je suis donc allée en Chine, je m'étais inscrite dans une école de langue pour apprendre un peu le chinois. Et j'avais un jeune professeur qui s'intéressait beaucoup aux rêves. Donc, je lui ai donné quelques enseignements. Donc, il parlait très bien anglais, parce que moi, je parlais rien du tout de chinois. Donc, c'est lui qui m'a enseigné là-bas. Donc, et je lui ai dit, voilà, j'ai fait ce rêve-là, donc je lui explique. J'ai un rendez-vous avec un moine, ici, en Chine. On a pris rendez-vous avec dans le rêve. Et c'est curieux, je comprenais tout ce qu'il me disait. C'est assez étrange. Ah bon, donc, il écoute bien. Et un jour, il me dit, eh bien, aujourd'hui, j'ai mon après-midi libre. Si tu veux, je t'emmène au temple. On va visiter le temple. Donc, on va au temple. Et il faisait très chaud pour la saison. Donc, on était fatigués parce qu'on avait des vêtements trop chauds. On arrive au temple, le temple était fermé. Et alors, on est allé s'asseoir à l'extérieur du temple sur un muret. Puis au bout d'un moment, il y a un petit bonhomme qui arrive, qui a l'air d'un mendiant, et qui commence à parler à mon professeur, en me regardant, mais il parle au professeur. Et mon professeur ne lui répond pas. Alors je dis, Yann, pourquoi ne réponds-tu pas à cet homme il dit, je peux pas, je suis ému. Mais je dis, mais pourquoi ? Il dit, mais c'est un moine, les moines ne parlent jamais à la population, ils ne sortent pas de leur monastère, il est venu pour te parler. Donc c'était le moine de mon rendez-vous de rêve. Alors, inutile de vous dire que mon professeur s'est vraiment passionné pour les rêves. Après ça. Et donc j'ai pu comprendre tout ce qu'il me disait, puisque mon professeur faisait l'interprète. Bravo. Écoutez, c'est sur cette note que nous allons donc terminer cette interview je rappelle le titre du livre, La signification des rêves, aux éditions Buenos Books International.
l'auteure Anne Mancini. Elle a encore quelque chose à nous dire. Voilà, je voudrais dire que ce livre, vous pouvez le trouver très facilement sur Internet, donc sur notre site buenosbooks.fr. Sinon, il est en vente sur Amazon. Et il est en vente aussi sur Amazon Kindle à un tout petit prix, donc en téléchargement. Bien. Merci Anna. Merci encore. vous.